Bonjour à tous, nous sommes très contents de nous retrouver pour partager ce cours de virologie spéciale sur le virus de la vallée du Rift dans le cadre de notre cours de virologie spéciale. Et voici donc le plan de notre cours. Nous allons voir le virus, sa taxonomie, son organisation génomique, la réplication, l'épidémiologie, et puis la pathogénie, la clinique, le diagnostic et bien entendu la prévention et le traitement. Alors, le virus de la fièvre de la vallée du Rift appartient en fait, il appartient au groupe 5 de Baltimore dans le règne de Riboviria, le royaume des orthonavirae, le phylum des Negarnaviricota, ça c'est l'actuelle classification. Il appartient à la famille des Phenuviridae. Dans le genre Phléboburus, vous avez l'espèce Rift Valley, voilà, qui est là. Alors, c'est un virus enveloppé, comme vous pouvez le voir. L'enveloppe est ici en bleu. Il est de forme sphérique avec un diamètre de 80 à 120 nanomètres. Il porte des glycoprotéines sur sa surface, hein, qu'on appelle les GN et les GC, et qui sont disposées sur un réseau icosaédrique pratiquement. Alors, c'est un virus qui a un ARN à polarité négative. Voilà pourquoi il est dans le groupe 5 de Baltimore. Et c'est un virus qui est segmenté et il a trois segments. Un segment S, S pour small, le petit segment, et un segment medium comme M et un segment large comme L. Et comme vous le voyez, chaque segment est bouclé par une enzyme qu'on appelle la polymérase. En général, c'est un virus qui peut être inactivé par l'éther, le chloroforme, et bien entendu par les solutions concentrées d'hypochlorite de sodium, donc d'eau de Javel. Mais il peut résister hein, dans les produits d'excrétion qui sont desséchés et il a aussi la capacité de se multiplier dans certains vecteurs arthropodes. Et donc, en résumé, il appartient à l'ordre des Bunyavirales, famille des Phénuviridae. Jean Phlébovirus et l'espèce, bien sûr, c'est Phlébovirus riftense ou le virus de la fièvre de la vallée du Rift. Alors, pour ce qui est de son organisation génomique, j'ai dit que c'est un virus c'est un virus à ARN à polarité négative segmenté. Il a trois segments. Le segment S, qui a une taille de 1,5 kilopère de base. Et ce segment code pour les protéines NS et la protéine N. Nous avons le segment M ou le segment médium qui code pour les glycoprotéines, notamment la GN et la GC que vous avez vu sur la dia précédente. Et vous avez le segment L, qui est le plus grand segment. Et bien sûr, à cause de son importance, c'est le fait qu'il encode pour la polymérase, qui est l'enzyme qui permet la réplication du virus. Au total, donc, ce génome code pour 6 protéines. Alors, la réplication de ces virus, on va en parler un peu plus. Dans son expression génétique, vous devez savoir que la transcription commence par la liaison de ce qu'on appelle l'ARN polymérase ARN dépendante, d'accord, à l'ARN viral. L'ARN polymérase ARN dépendante, c'est une enzyme, d'accord? C'est la polymérase. Alors, elle se lie à l'ARN viral au niveau d'un promoteur. Et sur chaque segment, il y a un promoteur qui est encapsidé. Et c'est au niveau de ces promoteurs que l'ARN polymérase ARN dépendante se lie. Et il est important de savoir que chaque segment se termine toujours par une séquence en épingle à cheveux, d'accord? À la fin de chaque gène. C'est cette séquence qui marque, au fait, la fin de la transcription ou alors de la réplication. Il est important de noter également que tous ces segments sont coiffés par la polymérase, je l'ai dit,
et qui agira ou qui agit grâce à un système qu'on appelle des snatching endonucléases que l'on verra sur les dias qui suivent. Mais ces segments, en général, ils ne sont pas polyadénylés. Il y a une remarque importante que vous devez savoir, c'est que le segment S qui est le petit segment, il a un génome différent des deux autres segments, du segment M et du segment L. Pourquoi? Parce que il a un génome qui est ambisense, un génome qui, on va voir la signification, donc qui porte un gène qui a une polarité positive et un gène qui a une polarité négative, tout ça sur un seul segment. Ce qui fait que il a la capacité, le segment S, de produire l'ARN génomique et l'ARN antigénomique, ça veut dire dans le sens contraire du génome du virus. Et tous les deux génomes sont transcrits et sont capables de subir une transcription. Ça, c'est un mécanisme très important que l'on voit chez les Bugnavirales et bien sûr ici, euh, dans ce virus du fièvre de la vallée du Rift. C'est important de savoir que les séquences en épingle à cheveux, en fait, je l'ai dit, ce sont ce qu'on appelle des signaux d'arrêt de la polymérase, ce qui empêche à la transcription en bisense de produire un ARN double brin. Pourquoi? Parce que la polymérase, une fois qu'elle va lire la structure ou elle va lire le signal d'arrêt, qui est la structure en forme d'épingle achevée, il va directement arrêter la transcription. Dans les cas contraires, si la transcription se poursuit, il risque de produire un ARN double brin, ce qui ne va pas marcher, comme vous le savez, dans le dogme euh, fondamental de la génétique classique. Alors, euh, les étapes de la réplication du virus du fièvre de la vallée et de la fièvre de la vallée des Rifts, vous avez la fixation d'abord. Le virus va se fixer au récepteur de l'hôte. D'accord? Il se fixera grâce à ces glycoprotéines de surface, notamment les GN et les GC. Une fois qu'il se fixe, la particule virale va être endocytée, d'accord, au sein de ce qu'on appelle les endosomes, qui sont des vésicules dans la cellule hôte. Une fois endocytée dans l'endosome, la particule virale va fusionner va fusionner avec la membrane de la vésicule ou de l'endosome. Une fois que la fusion a lieu et donc les segments des ribonucléocapsides sont libérés. Donc, il y a le processus de décapsidation qui se fait. Et donc, les ribonucléocapsides sont libérés dans les cytoplasmes. Ensuite, peut maintenant commencer la transcription. Et évidemment, la transcription commence par les ARN messagers viraux qui vont subir les processus, un changement ou une modification qu'on appelle le processus de coiffage ou de coiffe. Ces ARN messagers vont être coiffés dans les cytoplasmes et c'est seulement après que la réplication va vraisemblablement commencer. Elle commence quand? Lorsqu'il y a suffisamment de nucléoprotéines qui sont capables d'encapsider, ça veut dire d'enrouler les génomes et les antigénomes qui ont été nouvellement synthétisés par la cellule suite à l'action de la réplication. Et finalement, les ribonucléocapsides qui ont été produites à l'intérieur des cellules hôtes vont bourgeonner d'abord au niveau de l'appareil des Golgi pour prendre son enveloppe et ensuite être libérées par exocytose. Nous allons voir les images. Voici le résumé du processus de réplication. Alors, voici l'image de la fixation sur un récepteur, hein, ou l'attachement. La fixation ou l'attachement, elle a plusieurs contours, hein. Ça peut être un attachement qui est médié par les vésicules, la clatrine, par la cavéoline. Ici, j'ai mis l'ensemble des mécanismes pour rappeler un peu que tous les attachements ne se font pas de la même façon et ne font pas intervenir essentiellement les mêmes protéines. Mais une fois que l'attachement a lieu, la particule virale est endocytée dans une vacuole qu'on appelle endosome, qui subit deux phases différentes. En fait, qui subit une évolution. D'abord, on a ce qu'on appelle un endosome précoce ou early endosome, un peu plus tard, il y aura des modifications du pH qui produira un late endosome qui va finalement dégrader, décapsider, détruire la capside virale ou la nucléocapside, évidemment, libérer le matériel génétique de la cellule. Voici les résumés, l'attachement, l'endocytose et finalement la fusion, comme vous pouvez le voir ici,
et la décapsidation et la libération des nucléoprotéines qui vont maintenant subir le processus de transcription et de réplication. La transcription, c'est très intéressant qu'on en discute un peu. Pourquoi? Parce que lorsque la transcription du virus de la fièvre de la vallée du Rift va commencer, il y a le complexe ARN polymérase que je vous montre ici sur mon image qui initie en fait la transcription. Comment ça? En se liant à la séquence leader. La séquence leader, c'est la séquence qui est dans l'essence du génome. Ici, le génome est à polarité négative. Le sens génomique, ce sera le sens 3', 5', contrairement aux autres virus où on voit l'essence 5', 3'. Ici, le brin leader est celui qui est dans l'essence 3', 5', qu'on se comprenne bien parce que nous parlons d'un virus qui a une polarité négative. Alors, le complexe ARN polymérase ARN dépendante, en fait, va se fixer au niveau de la séquence leader, qui est la séquence 3', 5', et il va initier la transcription. Alors, quand il initie la transcription, l'ARN polymérase ARN dépendante va transcrire, d'accord, un ARN qui aura le sens de 5', 3', par principe de complémentarité du génome de départ qui est un génome 3', 5'. Et donc, quand la transcription ou le transcrit est produit, il sera naturellement 5', 3', mais il aura une extrémité 5' où il y a un triphosphate, on le verra plus tard. Et une fois que la transcription a lieu, la transcription ou le transcrit est produit, il y aura arrêt et ensuite il y aura encore une initiation d'une autre transcription, ainsi de suite. Alors, il est important de noter que l'ARN qui subit le processus d'initiation, en général ou en réalité, c'est un ARN qui est coiffé, qui subit une modification qu'on appelle la coiffe, dont on va parler un peu plus tard. Et sachez qu'à la fin, tous les gènes du virus ont ce qu'on appelle un signal d'arrêt de la transcription. D'accord? Le signal, c'est un peu comme un codon stop. Un signal, c'est un codon stop en fait, pas un peu comme, mais c'est un codon stop. Le codon stop constitue au fait un signal d'arrêt de la transcription. Ce qui fait que quand la polymérase va commencer à allonger cet ARN, à polymériser l'ARN en ajoutant les bases complémentaires, au moment où cet ARN se retrouvera sur la séquence euh, d'arrêt de transcription qui est le codon stop, l'ARN polymérase ARN dépendante produira ce qu'on appelle un signal de polydénylation. Alors, de polyadénylation, pardon. Alors, ce signal de polyadénylation va créer une sorte de bégaiement sur la séquence U, parce que c'est une séquence qui est une succession en fait de U, des uracils. Alors, quand l'ARN, polymérase ARN dépendante, va lire cette séquence faite d'une succession de U, il va créer un bégaiement de l'ARN polymérase ARN dépendante. Et en fait, ce bégaiement mettra fin au processus de transcription et va libérer l'ARN messager. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez également suivre notre cours de biologie moléculaire sur ma chaîne et vous aurez ces détails. Et donc, vous devez savoir que sur les génomes polycistroniques, ça signifie les génomes qui ont des ARN qui résultent de la transcription de plusieurs gènes contigus, l'ARN polymérase ARN dépendante peut alors passer à l'initiation de la transcription suivante, une fois qu'il a lu la séquence terminale ou le codon stop qui est une succession de U. Une fois qu'il a lu, il a fini l'ARN polymérase ARN dépendante, elle peut passer, d'accord, sur les séquences qu'on appelle polycistroniques. Ça signifie il y a une succession des gènes à coder avec chaque fois des codons stop. Ça signifie un gène finit par un codon stop avec une succession de U, une séquence uracile. Un autre gène commence
avec à la fin un codon stop fait de succession des uracils, etc. Alors, ces séquences ou ces ARN sont appelées les ARN polycistroniques. Et ces ARN polycistroniques qui sont présents ou alors plutôt chez les prokaryotes, d'accord? Cette séquence en U permet en fait à l'ARN polymérase ARN dépendante de ne pas arrêter la transcription, mais de passer à la transcription de la séquence suivante, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il aura fini tout l'ARN. C'est ainsi qu'on aura un ARN messager entier qui a été produit, mais en fait, il a été produit sur base de la succession de plusieurs séquences qu'on appelle les séquences polycistroniques, qui sont en fait des segments des gènes qui ont à chaque fois un codon stop, ensuite il se succède. Voilà, ensuite on peut passer à la transcription de la séquence suivante, etc. Ça, c'est la transcription. Quand la transcription est finie, maintenant la réplication peut commencer. C'est très important de le savoir. La transcription finie, la réplication peut maintenant commencer. Et quand la réplication commence, le complexe ARN polymérase que vous êtes en train de voir ici, ARN polymérase, ARN dépendante, va se lier à la séquence du brin qu'on appelle le lead, le brin 3', 5', dans ce cas ici, parce qu'on est sur un virus avec un génome à polarité négative. Il va se fixer sur le complexe ARN polymérase, ARN dépendante va se fixer sur le brin lead ou les leaders pour initier la réplication. Notez que pendant cette même période, pour le virus de la fièvre de la vallée du Rift, souvenez-vous que le segment S est ambisense. Ça veut dire qu'il a deux. Il a un brin qui a deux sens de polarité sur un même brin. Il y a une partie qui a une polarité positive et une partie qui a une polarité négative. Le complexe ARN polymérase ARN dépendante qui s'est fixé sur le brin lead ne fera la réplication que pour la séquence pour le brin leader. Par contre, les brins qu'on appelle trailer, les brins complémentaires ou l'antigénome, là aussi la polymérase va simultanément se fixer pendant la réplication et il va également produire cette réplication. Ce que vous devez noter de plus intéressant, je le dis souvent dans le cours de virologie générale, c'est que au moment où la réplication de l'ARN génomique commence ou a lieu, le mécanisme de transcription ou les signaux de transcription sont ignorés par l'ARN polymérase parce que c'est à peu près la même ARN polymérase, ARN dépendante qui a commencé la transcription sur la dia précédente qui va passer cette fois-là à la réplication. Il va changer son action. Et comme il change son action, mais que ça reste la même enzyme, il pourrait aussi être tenté, étant donné que c'est un ARN, il pourrait être tenté de faire la transcription au lieu de faire la réplication. Maintenant, il va ignorer la transcription et tous les signaux de transcription. Les codons d'initiation de la transcription et tous les autres, il va les ignorer, les zapper carrément pour ne se concentrer que sur le processus de réplication. Ce qui fait que le complexe ARN polymérase ARN dépendante va également se fixer sur l'antigénome au même moment que le génome. Et c'est ainsi que, dans les deux sens, la réplication s'est faite. À la fin, on aura le brin complémentaire au génome, qui sera un antigénome. Mais l'antigénome, ici, dans ce cas du virus de la fièvre de la vallée du Rift, sera un brin à polarité positive, parce que le virus, le génome de départ est à polarité négative. Mais la partie du virus qui est à polarité positive, donc qui avait un antigénome, au moment où il va subir une réplication, il va produire un génome qui est l'opposé. Et évidemment, donc les deux mécanismes vont se faire de manière simultanée. C'est ainsi que je vous fais remarquer que le complexe ARN polymérase ARN dépendante virale est le même que ce soit pour la réplication et pour la transcription, je l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'il fait la transcription, on l'appelle transcriptase. Par défaut, c'est une transcriptase. Hein? Voilà, c'est une transcriptase, il fait la transcription pour passer de l'ARN génomique à l'ARN messager et ensuite à produire des protéines.
Mais cette même enzyme peut changer des fonctions et dans ce cas ici, il va pas pour le cas du virus de la fièvre de la vallée du Rift, il va passer en mode réplicase. Quand il passe en mode réplicase, il va répliquer cette fois-là le virus. Et la réplication se fera en fonction de la concentration des nucléocapsides. C'est très intéressant. Mais il est à noter que quand vous avez des virus ambisens, le brin trailer, celui dans ces cas ici, hein, dans ces cas du virus de la fièvre de la vallée du Rift, le brin trailer, celui qui a le sens, l'antigénome en fait, il est vraisemblablement un promoteur des réplications, en général plus puissant que la séquence leader. Je pense que c'est clair. Alors, une fois que la réplication a lieu, le virus va maintenant produire des ribonucléoprotéines qui vont bourgeonner et sortir de la cellule. Comme vous le savez, tous les virus enveloppés ont besoin de prendre une enveloppe au niveau des organelles ou des organites de la cellule, que ce soit le noyau, le réticulum endoplasmique, le ribosome, les vacuoles, l'appareil de Golgi, etc., ou même la membrane cytoplasmique. Et pour ce cas ici, du virus de la fièvre de la vallée du Rift, c'est un virus enveloppé. Il prendra son enveloppe de l'appareil de Golgi. Ensuite, les nucléocapsides vont être assemblés pour être libérés par bourgeonnement. Ça, vous le connaissez de par votre virologie générale. Alors, je voudrais un peu insister sur la réplication virale. Pourquoi? Parce que c'est un virus très particulier. Le fait d'avoir un segment qui ambisens, ça signifie qu'il y a un génome dont les deux brins d'acide nucléique, d'accord, qui ont des polarités différentes, sont tous capables de coder pour des protéines. Nuance ou attention. Lorsque vous avez un virus à ADN double brin, pendant la synthèse pendant la transcription, le brin négatif est ignoré. Ce qui fait que la transcription ne se fait qu'à partir du brin positif pour donner des protéines. Voilà pourquoi les virus à ADN double brin ou à ARN double brin ne peuvent pas être considérés comme des génomes ambisens. On parle d'un génome ambisens lorsque un génome qui a en fait, un pathogène ou un organisme qui a un pathogène qui a deux brins, hein, de polarités différentes, mais que tous les brins sont capables de coder ou de synthétiser des protéines. C'est alors qu'on parle d'un génome ambisens. Alors, les cas des génomes ambisens, on les retrouve dans quatre genres de virus, hein. Ce sont des virus ARN à polarité négative, donc Baltimore groupe 5, mais qui sont segmentés. Entre autres, les arénavirus, les phlébovirus, les tospovirus et les ténuvirus. Ce sont les rares virus à ARN à polarité négative à brins segmentés, évidemment, qui portent des génomes ambisens. Le principe est que la réplication repose sur des signaux de terminaison de transcription solides que l'on a, que le virus ou le génome porte afin d'éviter de créer un double brin d'ARN. Ça, c'est très important. Et ce signal de transcription ou ce signal de terminaison de transcription ou de fin de transcription, c'est un motif qui est reconnu par toutes les cellules, d'accord? Ce qui fait que quand la cellule lit le génome avec cette structure, d'accord, ou ce signal de terminaison, de transcription, il reconnaît directement. Et quand il reconnaît, il va automatiquement arrêter la transcription. Et c'est ça qui fait que on n'arrive pas à avoir un double brin d'ARN à la fin du processus de transcription. Et donc, tous les virus ARN qui sont ambisens, hein, à polarité négative, ils vont coder pour ce qu'on appelle une structure en forme d'épingle achevée, les hairpins que vous voyez ici. Voici les génomes, d'accord? Voici les génomes à polarité négative avec cette structure comme une boucle d'épingle, comme une épingle de cheveux. Vous le voyez ici. Ce qui fait qu'il y a une partie à droite qui a un sens, une polarité différente de celle qui est à gauche.
Et au lieu de faire une lecture continue, la lecture s'arrêtera au niveau de cette structure en forme d'épingle à cheveux qui regorge en fait les signaux de terminaison de transcription ou les codons stop. Sur cette façade ici, nous avons un autre génome avec une autre polarité qui également devra s'arrêter au même moment. Et par conséquent, donc tous les virus à ambisens, à ARN à polarité négative, vont coder pour une structure en forme d'épingle à cheveux qui va arrêter la transcription. Et une fois qu'il arrête la transcription, ça fait que le virus est incapable de produire un ARN double brin. Regardez par exemple ces brins ici. La partie ici, à gauche de ces génomes, va être, une fois que la transcription a lieu, il va produire la protéine N. Par contre, la partie qui est à droite de la boucle la boucle de cheveux, ou de la structure en épingle de cheveux, va produire la protéine NS, mais pourtant, c'est le même génome. C'est ça, la magie, la beauté des organismes ambisens lorsqu'ils sont en train, évidemment, de faire la transcription ou de se répliquer. À part ça, il y a un autre mécanisme très intéressant, c'est qu'on appelle les cap snatching endonucléasis, les cap snatching. Les cap snatching, c'est quoi? Voici un ARN, d'accord, qui a différentes structurations. Le cap snatching, c'est un processus d'initiation de la transcription. Donc, avant que la transcription commence, il y a un processus d'initiation à la transcription. Alors, ce processus d'initiation à la transcription, d'accord, le cap snatching, c'est un processus d'initiation à la transcription au cours duquel une séquence d'environ 10 à 20 nucléotides, d'accord, est clivée à partir de son extrémité 5', d'accord, par par l'enzyme qu'on appelle une endonucléase, par l'activité d'une enzyme endonucléasique, par une activité endonucléasique, d'accord, de l'enzyme au niveau des ARN messagers des hôtes, d'accord, qui sont contenus dans les ARN polymérases ARN dépendants des virus. La conséquence, c'est que la séquence ou l'ARN ou les leaders, le brin qui a été coiffé ou qui a subi les mécanismes d'endonucléase, et le brin qui est obtenu, d'accord, sera maintenant utilisé pour amorcer la transcription sur les génomes. Et une fois que la transcription a lieu, il va produire des ARN messagers ou des transcrits d'ARN messagers qui sont totalement coiffés et qui sont traduisibles. Ça signifie qu'ils sont capables d'être traduits pour produire des protéines. Je résume. Donc, dans les cap snatching, le processus d'initiation à la transcription, en fait, avant que la transcription ne commence, il y a un processus d'initiation, d'accord, qui concerne une séquence d'environ 10 à 20 nucléotides qui va subir l'action de l'enzyme qu'on appelle endonucléase. Cette endonucléase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va provoquer un clivage et à la fin de ce clivage, elle va ajouter ce qu'on appelle une coiffe. On va voir la coiffe sur l'encadré suivant. Une fois cette coiffe ajoutée, elle modifie totalement cet ARN messager. Pourquoi? Parce que cet ARN, d'accord, d'accord, elle modifie cet ARN pour les rendre traductibles. Ça signifie que cet ADN va être traduit en protéines après, bien sûr, le processus de transcription. Alors, regardez bien, voici un ARN normal et qui va avoir la coiffe. Dans les virus à ARN double brin, par exemple, le mécanisme de cap snatching, d'accord, ne prend pas la totalité du capuchon ou de la coiffe qui est là. Alors, la coiffe, c'est ce qu'on appelle le 7 MGP, d'accord, qui va être transféré à cette extrémité 5' de l'ARN ou du transcrit viral, mais au moment où il est transféré, il va faire en sorte que cette liaison que vous voyez ici, la liaison triphosphate, puisse être protégée au niveau du transcrit. Par conséquent, le mécanisme d'utilisation, d'accord, d'une coiffe au niveau de l'ARN messager préfabriqué va ressembler fortement au transépissage qu'on a dans les cellules.
telles que les cellules des nématodes, des platelmènes, des cnidaires, des ascidies et des autres. En résumé, avant l'initiation, la reine va subir l'action d'une endonucléase. Cette endonucléase va coiffer cette arène, va lui ajouter une coiffe qui est le 7MG, d'accord, qui s'insère au niveau de l'extrémité 5' de l'arène, tout en protégeant la liaison triphosphate qui y est. C'est ça qu'on appelle le mécanisme des cap snatching, qui permet en fait au final de préserver la liaison triphosphate au tout début de l'arène, d'accord, pour que la transcription se passe correctement et enfin la traduction. La finalité, c'est que le génome ici sera capable d'être transcrit et traduit correctement. Voilà. Et enfin, ici, je résume l'ensemble du cycle cellulaire. Le virus de la fièvre de la vallée du Rift vient, il s'attache sur le récepteur spécifique grâce à ses protéines, les GN et les GC. Il est endocyté dans une vacuole, dans un endosome, avec une phase précoce et une phase tardive où des enzymes chimiques vont bombarder la capside tout entière pour la décapsider et libérer le génome qui est un génome enveloppé parce qu'il a polarité négative. Vous connaissez le principe de la virologie. Tous les virus à ARN à polarité négative ont leur génome qui est enveloppé, enrobé, coté dans une nucléoprotéine. Et voici, les trois segments vont être libérés. Le segment M, le segment S et le segment L. Les segments L et les segments M ont la même conformation, d'accord? Ce qui fait qu'une fois qu'ils subissent les processus de transcription, d'accord, ils vont le subir via le mécanisme des cap snatching. Et une fois que le cap snatching a lieu, il y aura production des protéines, notamment le segment LM, pardon, le médium, il produit les protéines de surface, les GN et les GC, qui vont constituer, qui vont être s'enchâsser dans l'enveloppe. Le segment L, qui est le plus gros segment, après avoir subi les mécanismes de cap snatching et autres, il va produire, d'accord, la nucléoprotéine en partie et la polymérase. Et finalement, la nucléoprotéine et la polymérase vont se mettre ensemble, vont s'enrouler, s'agencer pour former la ribonucléoprotéine du segment M et du segment L, avec chaque fois des polymérases qui vont faire la jonction entre chacune des boucles parce que chaque segment devrait avoir des polymérases. Par contre, le segment S, le petit segment, lui, il a un génome ambisens. Il ne subira pas le mécanisme des cap snatching, mais il subira le mécanisme des réplications et des transcriptions ambisens. Et il va produire, grâce à ces mécanismes, les protéines NS et les protéines N. Et ces protéines sont connues, d'accord, parce qu'elles sont connues inhiber, d'accord, certaines protéines de l'hôte. Et notamment, elles inhibent les facteurs d'initiation des transcriptions chez l'hôte. Mais au final, ils produiront, hein, c'est le segment M, S plutôt, le tout petit, produira, hein, grâce à la réplicase, l'action de la réplicase qui est euh, activé cette fois-là après la transcription et il produira le même segment, d'accord, qui sera le segment S le petit. Et enfin, l'ensemble de ces segments vont se regrouper, d'accord, suite à la commande et à l'ordre donné par les virus. Ils vont tous se diriger vers l'appareil de Golgi, parce que c'est au niveau de l'appareil de Golgi que les trois segments, d'accord, du génome vont rencontrer, vont prendre leur enveloppe. Et une fois que l'enveloppe va être prise au niveau de l'appareil de Golgi, les glycoprotéines GN et GS et GC, pardon, vont s'enrouler, s'enchâsser au niveau de la membrane. Et finalement, le virus va être libéré par exocytose. Ça, c'est la virologie, le cycle, la réplication du virus de la fièvre de la vallée du Rift. Maintenant, après avoir bien parlé de la virologie, étant virologue, on va maintenant aller à d'autres aspects. Alors, nous allons parler de l'épidémiologie du virus de la fièvre de la vallée du Rift. Ça, c'est une carte de l'Afrique
sur laquelle je vais essayer de voir si je peux faire un zoom. Voilà. Vous avez plusieurs arbovirus, hein. Zika, dengue, chikungunya et Rift Valley. Rift Valley est représenté par les points blancs circulaires. Et comme vous pouvez regarder, il est prévalent, ces virus, en Afrique de l'Ouest. Comme vous pouvez le voir, en Mauritanie, une bonne partie du Sénégal et Bangui. Il est très fréquent. Et bien sûr, au Mali et un peu au Niger. Ça, c'est en Afrique occidentale, dans cette région ici, sur ma carte. Ensuite, on a quelques cas au niveau de la République centrafricaine et un peu aussi au Soudan, le Grand Soudan en général, le Nord, le Soudan et les Soudans du Sud. Et puis, nous en avons en Afrique orientale, pratiquement sur toute la région des Grands Lacs. Vous en avez un peu vers l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, le Kenya et même la Somalie. Et vous avez beaucoup de cas de fièvre de la vallée du Rift et bien évidemment sur l'océan Indien au niveau de la Réunion et de Madagascar. Et finalement, vous en avez aussi en Afrique australe. Ça, c'est très important, c'est le renseignement de la distribution un peu de cas de fièvre de la vallée du Rift sur le continent africain. Il y a un élément additionnel sur cette carte, c'est la distribution du vecteur, ici Aedes aegypti, qui est très répandu également sur les continents avec sa fréquence et distribution entre 0 et 1, en rouge foncé pour le 1 et les valeurs intermédiaires entre 0 et 1. Comme vous pouvez le remarquer, vous voyez bien les points orange, rouge, orangé et jaunâtre pratiquement sur toute l'Afrique centrale. Ça signifie que les Aedes sont présents partout en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique occidentale, mais bien et bien en Afrique orientale et une bonne partie de l'Afrique australe et de l'océan Indien. Qu'est-ce que ceci implique? Ceci implique que vous avez le virus qui est distribué sur des régions géographiques précises d'Afrique et sur ces mêmes régions, le vecteur du virus est également distribué. Par conséquent, il faut s'attendre à ce que la transmission de la maladie soit la plus représentée dans les régions sus-mentionnées. C'est de la logique. Sur cette deuxième carte, je présente juste, c'est une carte non, de CDC Atlanta de 2020 qui présente différents pays, d'accord, qui rapportent des cas endémiques des Rift Valley de manière substantielle, ça c'est en bleu, et en vert, ceux qui ont documenté des cas sporadiques, des cas périodiques, ou alors des évidences sérologiques, et en marron, c'est des contrées où on n'a pas du tout de données. Alors, regardez bien que toute l'Afrique occidentale, bon, pas toute l'Afrique occidentale, hein, une partie de l'Afrique occidentale, Mauritanie, Gambie, Sénégal et un peu le Niger, rapporte des cas. Il y a beaucoup de cas de fièvre de la vallée du Rift. Cette partie ici, donc l'Égypte, le Soudan, les Soudans du Sud, et même le Moyen-Orient, notamment l'Arabie Saoudite et le Yémen, sont très concernés. Et évidemment l'Égypte. Et ensuite vient toute l'Afrique orientale, excepté l'Éthiopie, qui a très peu de cas, où il y en a quand même, mais moins. Il y en a moins. Vous avez la Somalie, le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique, Zimbabwe, Zambie, Botswana, Namibie, Afrique du Sud. Bref, la SADC, bien sûr, associée à l'EAC. Un peu, vous avez des cas qui sont rapportés de manière sporadique. C'est en Ouganda, en RDC, en Angola, au Malawi et en Éthiopie. Alors, le dernier enseignement sur cette diapositive, c'est que quand vous avez du bétail, vous avez des pays avec une très grande capacité pastorale où on fait des élevages, des bovins, des ovins, des caprins. Lorsque vous constatez, vous notez une fréquence élevée d'avortement, d'accord, chez des animaux, et cette fréquence élevée d'avortement est associée à de la fièvre. Ça, en général, ceci peut être un indicateur d'une forte épidémie en cours pour la fièvre de la vallée du Rift, notamment si cette tendance est confirmée par ou cette tendance fait suite à une période de fortes précipitations, hein, après laquelle on a eu une importante
éclosion des vecteurs, notamment les moustiques. Donc, il y a eu des grandes pluies avec des grandes inondations. Et quelques jours après, vous avez des mares, des marées qui se forment suite à la pluie, à la stagnation des eaux, et que les vecteurs, notamment les arthropodes et les aedes et autres, tous les réservoirs, ont commencé à proliférer. Et après cet épisode, vous voyez une fréquence élevée d'avortements chez les animaux avec fièvre. Pensez à la maladie de la fièvre de la vallée du Rift. Alors, la maladie de la fièvre du Rift a été connue au tout début comme étant une fièvre hémorragique virale aiguë. C'est ainsi qu'en 1910, il y a eu le premier foyer de la maladie ovine qui a été décrite dans la vallée du Rift au Kenya. Mais ce n'est qu'en 1931 que le virus a été identifié pour la première fois lors d'une enquête consécutive à une épidémie qui a touché les moutons dans la vallée du Rift au Kenya. Et c'est ainsi que le virus, une fois découvert, apportera le nom de la vallée du Rift. Donc on l'appellera le virus de la fièvre de la vallée du Rift. Ensuite, on a eu des flambées explosives, des cas chez les animaux, avec beaucoup de décès et des avortements, et bien sûr des cas humains en général, qui font suite à des fortes pluies anormales, comme je vous l'ai mentionné sur l'autre dia. On a eu ces cas en Égypte en 19, entre 77 et 79. On en a eu en Mauritanie en 1987, en Arabie Saoudite et au Yémen en 2000-2001, où on avait eu des centaines de morts chez les humains, mais avec plusieurs personnes, des milliers de personnes qui sont infectées. En 2016, on a finalement décidé de répertorier la fièvre de la vallée du Rift comme un pathogène tout à fait prioritaire. Alors, on l'a reconnu comme étant une maladie zoonotique transmissible par les arthropodes, ça veut dire les vecteurs, piqûres d'insectes et autres, mais aussi par contact direct. Et c'est une maladie une maladie qui a déclaration obligatoire. Et cette maladie présente un risque très important pour la santé humaine, mais aussi pour la santé animale. Pourquoi? Parce qu'elle a des implications considérables en matière de santé publique et notamment sur les plans socio-économiques. Pourquoi? Quand vous avez des milliers, des millions de bétail, de bovins, de caprins, d'ovins qui sont concernés par la maladie, qui meurent, ça veut dire que c'est toute une production, d'accord, économique et sociale qui est détruite. Il y a de l'argent, il y a des investissements, il y a des entreprises qui fonctionnent avec cela. Il y aura la mise en quarantaine, le manque de production des viandes, des personnes qui seront malades, etc. Et ça a un coût économique énorme, à part le coût de santé publique qui est aussi important. Alors, les animaux les plus touchés par le virus la fièvre de la vallée du Rift, en général, ce sont les ruminants domestiques, les moutons, les chèvres, les bœufs, les chameaux aussi, dans les pays, par exemple, au Moyen-Orient. Il existe des cas où les animaux sauvages sont également concernés ou infectés, tels que les impalas à face noire, les éléphants, les rhinocéros noirs et des buffles africains. Mais en général, c'est les animaux domestiques. Alors, l'infection en général peut être bénigne ou asymptomatique, souvent chez les animaux sauvages. Mais chez les ruminants domestiques, et on peut avoir des cas cliniques où les signes cliniques sont remarquables. Et quand ils sont présents, le plus souvent, il s'agit de l'anorexie, une perte d'appétit rapide, des diarrhées, un écoulement nasal et une forte mortalité, d'accord, notamment chez les petits animaux, chez les jeunes animaux ou alors chez les nouveau-nés. Et il y a également une fréquence élevée des fausses couches. Quand vous voyez cela, c'est très facile de pouvoir penser à une épidémie du virus de la fièvre de la vallée du Rift. Alors, quels sont les facteurs à risque qui sont connus? Nous avons l'exposition directe, d'accord, au bétail. C'est le cas des éleveurs, les bouchers, les vétérinaires, les fermiers, c'est important. La manipulation des produits d'origine animale, donc le lait, le fromage et les viandes, parce que on va le voir plus tard, même la viande, c'est dangereux dans ces cas. Et même dans notre étude que nous avons publiée récemment, vous allez le voir, ces facteurs ont été associés à un risque accru d'infection grave au virus de la fièvre de la vallée du Rift. Les agriculteurs également, ils sont à risque de faire la maladie et bien sûr, ils sont aussi frappés économiquement par la mort de leur bétail.
ce qui peut avoir un impact économique important, notamment sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. Parce que ceux qui font l'élevage important de ce bétail, ils les ont comme outil, comme moyen, comme richesse, comme fortune. Ils peuvent échanger contre l'argent, contre la nourriture, contre les vêtements. Et quand ces animaux posent problème, et évidemment, cela sera difficile. Un autre facteur de risque, c'est le fait d'avoir d'animaux d'élevage dans les habitations ou dans les alentours. Ceci expose également. Alors, j'ai partagé cet article qui est sorti, l'article de notre équipe tout récemment, et donc vous pouvez le lire sur PLOS ONE. Il est très intéressant, il vous décrit les facteurs de risque de ce qu'on a observé dans trois pays, hein, en RDC, en Ouganda et au Kenya, concernant le virus de la fièvre de la vallée du Rift. Alors, comment est-ce que la transmission du virus s'est fait? La transmission se fait par contact direct, hein, avec le sang, les liquides organiques, hein, tous les liquides biologiques, les maternelles, sperme, sécrétions vaginales et autres, mais surtout avec les tissus d'animaux infectés. Pourquoi? Surtout quand les animaux sont en phase virémique, on peut avoir beaucoup de virus. Dans les écoulements nasaux, on peut avoir beaucoup de virus. Dans les mucus pharyngés, on peut se contaminer dans le lait, je l'ai dit, les spermes, les sécrétions vaginales. Et surtout, faites très attention quand vous avez des avortements chez les animaux. Les avortons peuvent être très, 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 très contagieux. Et tout le produit d'avortement. Et il y a les organes tels que le foie, la rate, le cerveau et la viande qui sont très, très, très riches en virus. Voilà pourquoi je disais que la manipulation même de la viande peut être sujette à un risque très important pour la transmission du virus à fièvre de la vallée du Rift. Bien sûr, les urines peuvent contenir les urines, mais en général, c'est moins documenté parce qu'on pense que le pH des urines ne permet pas au virus de la fièvre de la vallée du Rift, d'accord, de rester longtemps dans la voie urinaire, mais il peut exister des cas. Mais par contre, dans le virus Zika, par exemple, le virus est très bien éliminé dans les urines. La transmission indirecte, elle s'est faite par les piqûres des moustiques infectés. Et les moustiques ici, c'est des genres assez larges. Les Aedes, les Culex, les Anopheles, les Eretmapodites et les Mansonia. Vous voyez qu'il y a une gamme très large, même s'il est reconnu que ce sont les moustiques du genre Aedes qui sont considérés comme étant le réservoir du virus. La transmission à travers les aérosols a été rapportée au laboratoire, hein, mais la transmission interhumaine n'a pas été documentée. Il existe également le cycle sylvatique, on va le voir sur la diapositive, entre moustiques, la faune sauvage, domestique, le bétail, etc. C'est très important. Et vous l'avez vu sur la carte que j'ai projetée, les Aedes sont à peu près partout, en Afrique centrale, orientale et occidentale. Et les virus y également présents. Donc les virus trouvent un réservoir. Et bien sûr, les autres qui sont sensibles, ce sont les humains qui sont partout là, les animaux. Du coup, la maladie peut très facilement se répandre dans ces régions. Alors, vous devez savoir que les traces du virus, que ce soit l'ARN, que ce soit les antigènes, que ce soit même des particules virales entières, peuvent être retrouvés dans tous les organes des fœtus des animaux, d'accord? Quand vous avez des fœtus et qui sont infectés, notamment chez les animaux, les chèvres, les bovins, les ovins, les caprins, etc., leurs fœtus contiennent souvent, quand ils sont infectés, des traces du virus, soit l'ARN, soit les antigènes, évidemment les particules virales entières et surtout les placentas. Il faut faire très attention quand vous les manipulez. Mais notez que le virus a ce qu'on appelle un tropisme ou une grande affinité pour les tissus hépatiques et cérébraux, que ce soit chez les humains ou chez les animaux. Ça, c'est très important. Alors, j'ai mis le cycle de transmission ici, hein, du virus à fièvre de la vallée du Rift, où vous avez au centre les animaux, les ruminants domestiques, hein, les moutons, les ovins, les caprins, les bovins, d'accord, qui peuvent être contaminés, se contaminer entre eux, ou alors être contaminés et être le point de départ d'une contamination. Mais en général, à 80% ou à plus de 80%, c'est un arbovirus. Ça veut dire qu'il faut l'intervention, l'implication d'un vecteur. Le vecteur peut être l'Aedes
hein, un vecteur du genre Aedes, ou alors un vecteur du genre Culex, qui piquerait donc les bovins, les caprins, les ovins. Et une fois après les avoir piqués et après avoir développé complété le cycle, ils peuvent maintenant piquer les humains et les contaminer. Et c'est ça qui est fréquent. Mais ces vecteurs ou ces arthropodes, après avoir piqué ces bovins qui sont infectés, s'ils sont à la lisière des savanes, des brousses, etc., ils peuvent également piquer les animaux sauvages. Les animaux sauvages, et vous voyez qu'il y a les daims, les impalas, les antilopes, les buffles, les chameaux, et ils peuvent également être contaminés. Et c'est ainsi que nous avons ce cycle de transmission qui comprend au départ, d'accord, les ruminants. Vous avez les ruminants au départ, ensuite vous avez les animaux sauvages et bien sûr les humains avec un vecteur tout autour. C'est très important. Et j'ai partagé la liste de quelques publications qui concernent la transmission verticale, hein. Ça veut dire la transmission de la mère à l'enfant pendant la grossesse. De même qu'on a le modèle animal qui a montré, voilà, qui est très fréquent, hein, des avortements, des infections et même des morts du bétail ou alors des avortements chez les fœtus et autres, chez les humains également. Il y a un risque important qui a été décrit dans certaines publications. Alors, quelle est la pathogénie du virus? Le pouvoir pathogène naturel est dominé par deux formes, la forme viscérale et la forme nerveuse. Dans la forme viscérale, on note un tropisme important pour le foie, parce que le virus est très abondant, il se réplique abondamment dans le foie, et où il provoque même des lésions très caractéristiques. Mais il atteint également le système nerveux central, notamment l'encéphale, le cerveau, où il provoque une encéphalite pure, sans syndrome méningé en général, hein. Mais on peut également avoir une atteinte oculaire. Les yeux peuvent être atteints, même si c'est moins fréquent. Mais il existe des cas aussi où les reins, la surrénale, la rate, qui peuvent être contaminés avec des perturbations biologiques importantes. On va les voir en clinique. Le pouvoir pathogène du virus, en fait, est lié aux glycoprotéines, hein, les protéines de surface qui sont échassées dans l'enveloppe, la GN et la GC. Et ces protéines sont codées par le segment M, comme vous le savez. Et ce pouvoir est dominé par le tropisme hépatique et nerveux, mais nerveux central pour bien dire, ou encéphalique. Ce qui fait que quand le virus infecte les cellules mammifères, il provoque un effet cytopathique important. D'accord? Alors que quand il infecte le moustique, il se réplique seulement, mais il ne provoque pas la maladie chez les moustiques. Les cellules des moustiques ne sont pas du tout endommagées, ce qui fait que les moustiques est un réservoir. Notamment l'Aedes est un réservoir pour les virus parce que il réplique, il développe le virus sans pour autant faire la maladie. Par contre, les cellules mammifères, elles manifestent un effet cytopathique ou cytopathogène très prononcé, très important. Évidemment, voilà pourquoi ils font la maladie et les moustiques sont considérés comme étant le réservoir. C'est établi et voici une des raisons. Évidemment, les lésions hépatiques sont très caractéristiques, hein, et elles provoquent en général une insuffisance hépatique aiguë suite à une cytolyse euh, et à une multiplication rapide du virus. Parfois, on peut observer les hématuries, les suffusions hémorragiques au niveau des vaisseaux et de l'endothélium et suite à une réplication du virus sur place. Et cela concerne également l'encéphale ou l'encéphale et cela va créer une encéphalite. C'est très important. Alors, quelle est la clinique, les symptômes cliniques? Dans 80% des cas ou même plus, le virus de la fièvre de la vallée du Rift, voilà, il est bénin. Il donne la forme bénigne dans plus de 80% des cas, ce qui est la majorité. La période d'incubation, elle est très courte, hein, 2 à 6 jours, un peu comme la plupart d'arbovirus, avec des variations bien sûr, mais c'est 2 à 6 jours en moyenne. Et la virémie ne dure que très peu, 4 jours ou 5, pas plus. Ce qui fait que vous avez une fenêtre très courte pour faire les diagnostics directs, par exemple, avec la PCR et autres. Et les personnes infectées peuvent rester asymptomatiques.
Ou alors, ils peuvent développer quelque chose qui ressemble à un syndrome pseudo-grippal ou un syndrome grippal carrément. Vous avez une fièvre d'apparition brutale, des douleurs musculaires, une faiblesse, des douleurs au niveau du dos, des maux de tête, parfois même des vertiges. Mais moins fréquemment, on observe des douleurs articulaires, des nausées et des vomissements. Pas nausées, mais nausées. C'est important. Il arrive des cas où on peut avoir des raideurs de la nuque, une photophobie, sensibilité à la lumière, une inappétence, la perte de l'appétit, d'accord, et parfois de la confusion avec une méningite. Mais sachez qu'en général, c'est une maladie qui guérit très rapidement. En général, dans 4 à 7 jours, les symptômes disparaissent et puis très facile, très rapidement, la réaction immunitaire est rapidement développée et elle peut être détectable hein, quand vous faites, vous recherchez les IgM, etc. Et le virus disparaît progressivement du sang. Ça, c'est la forme bénigne. Mais il existe les formes graves. Et les formes graves, l'ensemble des formes graves sont à peu près présentes dans 8% des cas. Elles sont dues à deux choses essentiellement. L'inflammation, donc les effets de l'inflammation. Le virus crée une réaction inflammatoire et la réponse immunitaire de l'autre. En fait, le virus, je peux dire l'agression du virus sur les tissus, les cellules, etc., ou sur l'organisme, et la réaction de l'organisme à cette agression. C'est ça la réponse immunitaire, même si l'inflammation est également une réponse immunitaire. Alors, on peut avoir des atteintes oculaires hein, dans les cas de la maladie de la fièvre vallée du Rift. Elles apparaissent entre 0,5 et 2%. Les atteintes oculaires se développent en général 1 à 3 semaines après les premiers signes. Elles provoquent les lésions au niveau de la rétine, un exsudat, d'accord, un liquide inflammatoire au niveau de la rétine. Elle peut entraîner ce qu'on appelle un édème et une dégénérescence maculaire, une uvéite, une atteinte des vaisseaux, une vascularite et parfois même des hémorragies au niveau de la rétine. L'atteinte oculaire, elle peut être unilatérale ou elle peut être bilatérale selon les cas. Alors, cliniquement, vous avez une vision qui est floue, souvent, et une baisse de l'acuité visuelle qui est permanente. Ça signifie que vous perdez votre vision et parfois pour de bon en général. Et chez les personnes qui expérimentent une baisse de l'acuité visuelle, certains patients peuvent développer des lésions rétiniennes ou maculaires irréversibles. Et dans 50% des cas, ça vous entraîne des dommages permanents tels qu'une cécité. Vous ne savez plus voir. Voilà pourquoi nous avons trouvé important de partager cette vidéo parce que, il y a du sérieux quand vous pouvez perdre vos yeux à l'âge où vous êtes, si jeune ou voilà, à l'âge de travailler, de voir, etc. C'est pathétique. La forme méningo-encéphalique, elle est peu fréquente également, moins d'1% des cas. Mais comme disait mon professeur des gynécos, les moins d'1%, quand ça vous arrive à vous, ça fait 100%. Voilà pourquoi, même quand on le dit comme ça, on le dit avec toute la gravité et tous les sérieux possibles, que c'est pas parce que c'est 1% que c'est rien, non. Les personnes sur qui ça tombe, ça fera 100% pour eux et donc ça sera dramatique. Et la forme méningo-encéphalique survient 1 à 8 semaines hein, après le début des symptômes. Et ici, vous avez l'action directe du virus qui agresse le système nerveux central avec comme conséquence ce qu'on appelle une infiltration de leucocytes. Hein. Vous pouvez l'observer. Un épaississement périvasculaire. Toutes les gaines des vaisseaux autour des vaisseaux sont enflées et vous avez une nécrose focale. Ça, c'est très dangereux au niveau du système nerveux central. Et souvent, on pense qu'on s'infecte à partir de la cavité nasale parce qu'il a été rapporté des très grandes quantités de virus dans la cavité nasale. Voilà pourquoi quelqu'un qui est atteint d'un syndrome pseudo-grippal ou syndrome grippal, comme prodrome de la fièvre de la vallée du Rift et qui éternue, il peut très bien vous contaminer, d'accord, à partir des sa muqueuse nasale et sécrétions oropharyngées. Ça veut dire également qu'on peut y prélever des échantillons. Et donc, ceci devrait stimuler ceux qui font la PCI, ceux qui font la prévention, évidemment, à prendre les mesures qui sont appropriées. En fait, on pense que l'infection du système nerveux central a pour point de départ la cavité nasale, puis le virus se déplace de proche en proche jusqu'au bulbe olfactif et après, il va migrer vers l'ensemble de l'encéphale. Mais
en 2015, Wiley a fait une publication dans laquelle il a affirmé également la possibilité d'une infection à partir de l'intestin. Ça paraissait très curieux, mais c'est très intéressant. Il a décrit le fait que le virus pouvait se propager dans les cellules épithéliales intestinales du système nerveux entérique et à partir de cela, le virus migrerait jusqu'au système nerveux central. Quoi qu'il en soit, quand vous avez une méningoencéphalite, vous avez des maux de tête intenses, vous avez une perte de mémoire, vous pouvez avoir des vertiges, des hallucinations, la confusion, vous pouvez faire un coma, convulser et mourir. Souvenez-vous, vous avez une nécrose focale, des épaississements périvasculaires et une infiltration leucocytaire. Et donc, ceux-ci peuvent également être à l'origine de tous ces symptômes. Les décès sont rares, mais les déficits neurologiques sont les plus souvent sévères, durables, avec séquelles possibles de paralysie ou de détérioration mentale. Et donc, ça fait réfléchir. On a également, comme dans les formes graves, la forme hépatique, hein. Et c'est l'hépatite qui est fréquente dans 7 à 18% des cas. Elle apparaît 2 à 13 jours, entre 2 et 13 jours après le début de la maladie. Elle se manifeste par les signes d'une insuffisance hépatique, hein, l'ictère et autres, mais vous avez également une nécrose hépatique sévère et des hémorragies diffuses avec les hématémèses, les mélénas, les gingivorragies, les purpuras, les pétéchies, les épistaxis et les saignements aussi d'injection. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que il y a une atteinte hépatique. Dans ces cas, les décès peuvent atteindre jusqu'à 50% dans les 3 à 6 jours après le début des symptômes quand vous avez développé la forme hépatique. Et il y a également la forme hémorragique qui a fait que l'on puisse penser ou classer également le virus de la vallée du Rift comme étant une fièvre hémorragique. Et la forme hémorragique est rare, hein, moins d'1% des cas, un peu comme pour les formes oculaires et méningées. Elle apparaît dans 2 à 4 jours après le début de la maladie. En général, elle est toujours associée à une atteinte hépatique où vous avez l'inflammation et la nécrose qui apparaissent. La conséquence, la destruction du foie, je les ai combinés maintenant, c'est que vous avez une hépatosplénomégalie. Vous avez les transaminases qui sont augmentées suite à l'agression du foie, bien sûr. Les facteurs de coagulation diminuent fortement avec une activation plaquettaire et un dysfonctionnement endothélial. La conséquence de ces cumuls, c'est que vous avez un syndrome hémorragique grave, avec tous les signes, hein, dont j'ai parlé, associés à un ictère et un effondrement de la pression artérielle, donc un état de choc. Et évidemment, vous avez une thrombocytopénie, une leucopénie et une hémoglobine qui est très très basse, donc c'est un état de choc dans la moitié des cas, bon, vous pouvez mourir hein, si la prise en charge n'est pas très, très rapide. Et donc, la gravité clinique est corrélée à la charge virale, elle est corrélée au mode d'expression, si on fait une forme bénigne, une forme grave, et bien sûr, la dose d'inoculation initiale. Plus vous absorbez des grandes quantités de particules virales, ça veut dire que si vous avez manipulé, par exemple, le foie, des des avortons ou des animaux qui sont malades, ou l'animal était malade, vous l'avez abattu pour le dépecer, évidemment, vendre de la viande et que vous avez coupé le foie, en général sans gants avec les mains. Et dans ce cas, vous pouvez avoir la malchance de pouvoir contracter directement les virus au niveau du foie et des autres organes en très grande quantité. Évidemment, les manifestations cliniques seront impitoyables. La létalité hein, varie hein, de 3 à 50%, d'accord? Et la maladie grave, elle est fréquente seulement en 2 à 3%, mais ça reste dramatique. Alors, chez les animaux, la clinique se manifeste comme comment? Chez les jeunes animaux, nous avons l'hyperthermie. Les animaux font la fièvre, hein, 40, même jusqu'à 42 degrés. Ils ont une anorexie, ils ont une asthénie musculaire qui peut entraîner la mort très rapidement, dans moins de 36 heures, qui suit l'inoculation du virus. Donc, le virus a une période d'incubation très courte, une réplication rapide et une virémie très courte encore. Et dans ces cas, chez les jeunes animaux, la létalité peut dépasser 90%, surtout chez les nouveaux-nés qui ont moins d'une semaine, jusqu'à 90% peuvent mourir. Et la mortalité peut aller jusqu'à 20% chez ceux qui ont plus d'une semaine. Vous voyez que
Quand vous avez les troupeaux, ils sont tout petits. Les nouveau-nés, ils sont très à risque de développer la fièvre et la vallée du Rift si ils s'infectent ou alors s'ils sont nés avec une infection néonatale. Mais dans les autres cas, ils peuvent même mourir parce qu'il y a de toute façon avortement bien avant. S'ils survivent, ils peuvent être soumis aux infections néonatales. Quand ils ont entre moins d'une semaine, ils sont très, très fragiles. Chez les adultes, on note l'hyperthermie. La fièvre peut atteindre 41 degrés. On note un écoulement nasal mucopurulent. C'est un peu comme du mucus mélangé avec du pus et des vomissements. Chez les animaux adultes, la létalité est entre 10 et 30%, ce qui est considérable. À supposer que vous avez 1000 bêtes, vous avez 30%, ça signifie 300 bêtes meurent d'un coup ou dans quelques jours. C'est une perte économique considérable. En plus, il y a la létalité de 10 à 30%. Vous avez les avortements chez les femelles qui sont gravides. Et ça concerne les grossesses de tout âge, les grossesses débutantes qui ont beaucoup évolué ou le pré-terme ou à terme. Dans tous les cas, à terme, bon, ben, vous allez avoir un, un nouveau-né qui est, voilà, qui est infecté. Et la mortalité, notamment chez les nouveau-nés, est presque de 100%. Quand les femelles survivent aux avortements, en général, ceci induit une stérilité. Vous voyez que c'est une maladie très, très, très dangereuse pour les bétails, mais évidemment avec des répercussions hyper importantes chez l'homme. Alors, pour parler du diagnostic, j'ai mis, voilà, juste cette publication sur la validation technique de la PCR en temps réel multiplex en combinant les techniques de détection de la fièvre de la vallée du Rift, chikungunya, Zika et dengue que nous avons voilà, dans notre équipe avec les collègues de l'IMT Anvers développé et dont votre serviteur a fait partie, évidemment. Alors, quels sont les prélèvements qui peuvent être effectués? On peut prélever du sang total ou des homogénats des tissus frais. Ça inclut le foie, la rate, etc. Tous ces tissus sont riches en virus. Vous pouvez faire un écouvillon nasopharyngé, un écouvillon nasal ou pharyngé chez les humains ou les deux. Vous pouvez prélever des tissus, le foie, la rate, mais ça signifie que les personnes sont décédées. Dans ces cas, ça devient plutôt une nécropsie. D'accord? Chez une personne qui marche, vous n'allez pas dire que vous voulez prélever le foie ou la rate, sauf si vous êtes très sorcier de manière avérée. Dans le cas contraire, vous prélèverez un examen de sang, il devrait suffire. Et puis, ou alors des écouvillons nasopharyngés. Mais chez les animaux, les mammifères, les sangs total, les homogénats des tissus, c'est important. Les écouvillons nasaux peuvent également servir, mais surtout les produits d'avortement, vous pouvez prélever quelques petites quantités que vous allez analyser. Et si vous voulez également, vous pouvez prélever les organes tels que le foie, la rate, les cerveaux et même la viande. Ils sont riches en virus. Mais évidemment, ça signifie que vous vous êtes suffisamment protégé et vous avez assez d'expertise pour faire des incisions précises qui vous rapportent uniquement ce dont vous avez besoin pour l'analyse. Et il faut gérer tout un bœuf, toute une vache, tout un buffle ou un rhinocéros uniquement pour lui prendre un petit morceau des rats ou des foies. Et voilà, prélever le foie ou la rate chez le rhinocéros, ça, c'est pas évident. Et donc, vous devez être très judicieux dans votre prélèvement. Bien sûr, il y a d'autres, les liquides biologiques, les laits et autres peuvent également être utilisés. Vous pouvez également prélever les moustiques, ou alors quand vous tuez, vous capturez les moustiques, il y a une technique pour les capturer. Et puis, vous pouvez utiliser les broyats des tissus des moustiques que vous allez centrifuger, filtrer et puis amplifier. Vous pouvez également utiliser cela pour les analyses. Alors, au laboratoire, parmi les analyses, on peut utiliser les animaux de laboratoire, hein. Donc, c'est parmi les techniques de diagnostic direct. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une injection intracérébrale sur des souris de lait. Et les souris vont développer très rapidement la maladie puisque le virus va se répliquer dans un organe favoris qu'ils aiment, qu'ils adorent. Et donc, très rapidement, les souris vont développer la maladie et mourront très vite. Vous pouvez également faire une injection intrapéritonéale sur des souris. Donc, dans la cavité péritonéale, évidemment, le virus va se répliquer très rapidement et, euh, et tuer les souris. Ensuite, vous allez observer les lésions anatomopathologiques et évidemment voir les lésions pathognomoniques, bien sûr. Ça suppose que vous avez un laboratoire qui convient et aux conditions convenues. Vous pouvez faire la culture cellulaire.
Hein, il y a plusieurs cellules. Hein, c'est parmi les virus qu'il y a beaucoup de cellules sensibles. Hein, les cellules Véro E6, les CR, les BHK21, les cellules primaires rénales ou testiculaires, que ce soit du veau, d'agneau ou de chèvre. Elles sont également sensibles. Les ECACC, les C638, qui en fait sont des lignées cellulaires des moustiques. Ils peuvent également très bien répliquer les virus. Le MRC5 et puis les cellules CHO. Mais à part la culture cellulaire, vous pouvez l'associer également à la suroneutralisation. C'est important. Mais en pratique, dans les laboratoires de recherche, voilà, vous pouvez faire la biologie moléculaire hein, qui est de plus en plus développée, mais il faut des kits très, très importants. Et des kits adaptés, c'est ainsi que je vous ai présenté juste avant cette diapositive. euh, le protocole que nous avons développé pour les PCR des arbovirus, incluant la Rift, le virus de la fièvre, la vallée du Rift, ce n'est pas assez évident, c'est pas facile, mais c'est un test qui a fait ses preuves et qui est très intéressant. Sachez que la virémie a une fenêtre très courte, 3 à 5 jours. En général, chez les humains, pendant 3 à 5 jours, vous savez comment on se comporte. En Afrique, souvent, on ne va pas à l'hôpital, on prend les antipyrétiques, on prend les anti-inflammatoires et parfois on prend les antimalariens, ce qui fait que toute la période, la fenêtre qui pouvait être propice à développer, à détecter les virus, évidemment, on est encore à la maison. Et quand on y va, c'est un peu plus tard, mais évidemment, il y a d'autres moyens. Donc, vous pouvez faire la RT-PCR. Au cas où vous ratez la RT-PCR, vous pouvez faire les tests immunoenzymatiques, un ELISA ou les Luminex ou autres techniques sérologiques. Vous pouvez facilement détecter les IgM qui signent carrément la maladie ou un peu plus tard, s'il est venu en retard, les IgG. Mais en général, les IgM font bien le travail que même la PCR à cause de la fenêtre qui est courte et des moyens diagnostiques qui peuvent... En fait, les gens peuvent prendre assez de temps avant d'arriver à l'hôpital. Mais il y a d'autres techniques, hein, telles que l'immunofluorescence, elle peut être directe ou indirecte, elles peuvent servir. Vous pouvez faire l'histopathologie quand vous voulez voir les lésions spécifiques. Au niveau du foie, de la rate, du rein, de la surrénale, etc., vous pouvez faire l'histopathologie. Évidemment, là, vous notez les pannécroses, notamment au niveau du foie et de certains organes affectés. Ils sont très pathognomoniques du virus de la fièvre de la vallée du Rift. Alors, sachez que, ah, ici le titre devait être traitement. Voilà. Sachez qu'il n'y a pas de traitement approuvé, ce qui en fait une maladie dangereuse, simplement parce qu'il n'y a pas de médicaments de traitement approuvés pour la maladie de la fièvre de la vallée du Rift. Les cas, ou la plupart des cas, comme on avait dit 80% ou plus, c'est asymptomatique ou paucisymptomatique ou bénin. Ce sont des cas qu'on appelle légers auto-limitatifs. Vous donnez les standards of care, les traitements standards et les traitements symptomatiques, etc. Pour les cas les plus graves, là, vous avez besoin d'hospitaliser les cas ou les patients. Dans les cas contraires, ils vont mourir et surtout, vous leur apportez tous les soins de soutien dont ils ont besoin. Voilà, et cette image que j'ai prise dans une présentation d'une de mes collègues de l'IMT Anvers, Luciana Leporé. Voilà, donc quand vous êtes atteint des Rift Valley, évidemment, vous devez avoir eu des soins intensifs importants, d'accord? Et on doit monitorer les différents organes, hein, le rein, le foie, parce qu'ils sont, et le sang même, parce qu'ils sont très, très fortement affectés. Et donc, la prise en charge des cas graves fait appel à une prise en charge d'abord précoce, hein. À part le fait qu'elle soit précoce, elle doit être agressive et sérieusement intensive parce que vous aurez à veiller sur l'équilibre hydroélectrolytique qui est très perturbé et qui peut déjà emporter les patients lui tout seul. La fonction rénale qui peut être très, très, très perturbée à cause des troubles hydroélectrolytiques. Vous devez monitorer la pression artérielle. Souvenez-vous, vous avez un effondrement de la pression artérielle en état de choc avec déshydratation, hémorragie, d'accord? Associé à la leucopénie, à la thrombocytopénie, avec des transaminases qui sont élevées, etc. Donc, vous avez carrément une défense multiviscérale, un mode que vous devez prendre en charge. Et parfois, vous aurez besoin d'oxygéner les patients ou de les réhydrater. Vous devez traiter les troubles de la crase sanguine, les troubles de la coagulation.
avec les composants du sang. Mais ça signifie que vous devez avoir un hôpital assez structuré et avec un plateau technique adapté et adéquat pour prendre en charge. Mais parfois, c'est une maladie qui a une consonance, une localisation rurale. Et en milieu rural, parfois, vous n'avez pas tout ça, ce qui fait que la mortalité peut être importante à cause de ces manques qu'on a en milieu rural. Et vous donnez les médicaments de soutien, les analgésiques, les antiémétiques, les anxiolytiques et autres. Il n'y a pas de médicaments, je l'ai dit. Il y a un traitement. À un moment donné, il y a des antiviraux qui ont été proposés, hein, notamment la ribavirine, qui était intéressante. Elle était active in vitro, mais seulement chez les patients qui ont été traités, qui ont été guéris avec la ribavirine. Mais ils sont décédés plus tard, faisant presque tous une encéphalite, ce qui fait que euh, in vivo, on n'a pas prescrit pour des gens la ribavirine. Mais il y a d'autres antiviraux hein, qu'on a essayé ou qu'on essaie, tels que les bortezomib, la favipiravir, mais il n'y a pas encore un essai concluant à ce sujet. Donc, le traitement n'est toujours pas disponible à ce stade. Alors, comment est-ce qu'il faut prévenir cette maladie? Vous avez vu, c'est une maladie qui concerne les animaux et les humains. La prévention, il faut l'écrire, c'est One Health, une santé. Ça ne sert à rien de soigner seulement la personne qui fait un choc et autres si vous ne pouvez pas prendre en charge les autres causes. Et donc, vous devez éviter tout contact avec les produits biologiques, le sang, les fluides corporels, les spermes et sécrétions vaginales et autres, les tissus des animaux infectés, notamment les produits d'avortement, vous devez les éviter. Quand on dit éviter tout contact, c'est bien, mais aussi ça signifie porter des équipements de protection individuelle appropriés. Et vous devez savoir comment les porter et comment les enlever. Parce que quand vous manipulez les pathogènes, les highly pathogenic microorganisms, les germes hautement pathogènes, votre équipement de protection individuelle, c'est ça votre fardeau. C'est plutôt la chose qui vous contamine le plus parce que ne pas savoir comment s'en débarrasser ou se déshabiller est encore plus coupable que l'avoir mis. Donc, il faut veiller sur ça. Vous devez également éviter les contacts avec les produits des animaux qui sont dangereux ou qui sont à risque ou pendant une épidémie ou les animaux qui présentent les symptômes. Moi, de toute façon, je ne vais pas m'approcher d'une chèvre ou d'un mouton. Et je ne connais pas trop la zoologie. Et je ne vais pas aller m'hasarder. Je peux le toucher une fois ou deux, mais au passage. Mais les personnes qui les élèvent, les vétérinaires, les éleveurs, etc., ils savent en général quand est-ce que ces animaux sont en bonne santé, quand est-ce qu'ils ne sont pas en bonne santé, ils sont malades, etc. C'est important. Mais les personnes qui font également l'abattage, j'ai déjà vu plusieurs fois hein, dans toutes les boucheries, ils ne portent pas d'équipement, hein, à peine un tablier pour ne pas salir son blue jeans son chemise pagne, mais on ne porte pas d'équipement de protection individuelle à proprement parler pour faire les abattages. Pourtant, on devrait. Pourquoi? Parce que la viande, le lait, le sang qu'on manipule sans être protégé est très à risque, surtout quand c'est une épidémie et qui a commencé que vous n'avez pas encore détecté. Et donc, à part cela, vous devez être sûr que vous cuisez les aliments. Ils doivent être cuits avant d'être consommés ou alors ils doivent être cuits avant d'être bu. Donc, vous devez cuire votre lait avant de les boire. Mais après, on aime quand c'est frais, c'est bon, ça sent la brousse, etc. C'est pastoral, mais il y a un danger également ici. Alors, quand il faut cuire tous les animaux, ça signifie que, bon, voilà, on annule un peu, on met un peu les barbecues sous les tables pendant un moment, mais bon, les viveurs, ils sont un peu malheureux parce qu'après après tout, faire un barbecue avec un peu de viande brisée et une bonne bière froide, voilà, quand il fait chaud, etc., c'est toujours cool, quoi. Mais bon, moi, je suis pas fan club de ça, mais il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer. Et donc, dans ces cas, les faiseurs de barbecue, doivent prendre ces précautions de cuire assez la nourriture. Et bien sûr, les éleveurs également, ils doivent travailler sur ça. Vous devez vous protéger contre les moustiques hein, et les autres insectes qui peuvent vous piquer, vous sucer. Voilà pourquoi c'est important d'utiliser les moustiquaires si vous y dormez pas.
Bon, c'est important, je vous recommande, je vous conseille. Bon, moi non plus, je n'y dors pas, mais j'aimerais bien y dormir. Ça dépend d'où je me trouve, mais parfois, bon, voilà, c'est piqûres, c'est des moustiques. Bon, voilà, si ça vous donne un peu de malaria, c'est cool, quoi. Mais après, quand ça vous donne la Rift Valley, c'est pas du tout agréable. Voilà pourquoi, que je le veuille ou pas, je vous recommanderais de porter, d'utiliser les moustiquaires imprégnés d'insecticides dans lesquels vous allez dormir. Et quand vous êtes dehors, puisque vous aimez bien la compagnie, il fait chaud dans votre ville, vous devez voilà, être un peu à découvert, bras cassés, cinglés, torse nu. Utilisez les repellents, les répulsifs, pour que vous soyez moins piqué. Évidemment, ça protège. Pour ce qui est des vaccins, il y a des vaccins humains qui ont été développés, mais aucun n'a été validé hein, à ce stade, ce qui fait que c'est pas très intéressant. Chez les animaux, il y a quelques vaccins qui sont disponibles, hein. Il y a ceux qui sont, voilà, qui sont recommandés par l'OMS animal, l'OMSA. C'est le Smith-Burn et le Clone 13 Strands. Ce sont des vaccins très anciens qui sont très utilisés en une seule dose chez, chez les bétails non gravides, hein, non enceintes. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que chez les bétails qui étaient vaccinés et qui étaient enceintes, il y a eu développement des malformations congénitales des animaux, du bétail, et également des avortements. Et ce qui fait que ça, économiquement, ça fait une perte. Quand même vous, vous allez au marché, vous trouvez une chèvre qui a trois pattes, vous n'allez pas l'acheter, vous allez penser qu'elle est maudite. Mais évidemment, s'il y a des malformations comme ça sur des animaux qui doivent être vendus et autres, personne ne veut s'en procurer. Et donc, à cause de cela, les vaccins, que ce soit les Smith-Burn ou les Clone 13 Strands, ne sont à peu près utilisés que pour les adultes qui ne sont pas gravides. Et donc, la protection, dans ces cas, devrait être limitée parce que ce n'est pas tous qu'ils sont. Alors, vous devez faire cette surveillance étroite hein, de l'infection de la fièvre de la vallée du Rift dans les populations animales et humaines. C'est très important. Et surtout, vous devez savoir comment est-ce que le virus se transmet, comment est-ce que les symptômes se présentent pour pouvoir formuler ou reformuler des mesures appropriées. Dans les cas contraires, évidemment, on ne saura pas prévenir de manière efficace la maladie. Voilà. Et donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo, ce cours de virologie spéciale a été utile. Écrivez-nous pour des questions. Bien sûr, nous allons répondre peut-être dans les chats, hein, parce que ce n'est pas, ça a été enregistré et puis posté. Mais évidemment, abonnez-vous sur notre chaîne si vous voulez avoir encore d'autres cours, d'autres informations, d'autres vidéos. La chaîne apparaît, bien sûr, et protégez-vous contre la fièvre de la vallée du Rift ou contre le virus de la fièvre de la vallée du Rift, où que vous soyez, en milieu rural, dans les centres, dans les milieux pastoraux, dans les milieux d'élevage, etc. Faites tout pour vous protéger car les virus n'ont pas de traitement pour l'instant et les vaccins sont limités aux animaux. Merci de m'avoir suivi.